Ils se joindront après au fur et à mesure et de toute façon, il y a le replay derrière. Ok, ça marche. Je vais juste ouais, voir un peu. Ok. Tu vois défiler, enfin vous voyez défiler ou pas? Oui, oui, c'est tout bon. Ouais. Ok. Désolée, j'ai des petits. Je suis encore un peu malade, du coup, si ma voix part en couille, désolée. Du coup, on va parler enfin, du diabète asymptotique ou enfin, plus généralement des diabètes compliqués, puisqu'il n'y a pas que le DAC. Le plan, c'est qu'on parle déjà dans un premier temps de la physiopathe de l'apparition du DAC. Le but, c'est pas qu'on se noie d'informations, mais au moins juste qu'on sache un peu comment ça se présente et comment on en arrive là et comment ça se fait qu'on a des corps cétoniques qui se forment chez certains animaux diabétiques et pas chez d'autres, puisque ça va aussi jouer sur comment on va envisager la suite de la prise en charge de l'animal. Les différents types de diabète compliqué, donc comme je vous disais, parce qu'il n'y a pas que le DAC, il y a aussi le syndrome hyperglycémique osmolaire. Donc on parlera de ces deux-là. On verra du coup en pratique quels patients généralement on rencontre, donc que ce soit sur le type d'animaux et sur leur présentation clinique, etc. Du coup, d'un point de vue de la prise en charge, qu'est-ce qu'on va faire? Et enfin, qu'est-ce qu'on doit dire aux propriétaires? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que moi je vous suggère de dire? Comment approcher ce genre de cas avec les propriétaires? Parce que c'est des cas relativement lourds. Pour moi, c'est vraiment le cas typique de soins intensifs, les DAC. Euh, Parce que si on ne le prend pas en charge correctement dès le départ, enfin, on a des grands risques de complications qui peuvent du coup impacter grandement le pronostic, la survie. Donc voilà, c'est vraiment des cas à voir de manière globale et aussi sur le long terme, pouvoir en parler aux propriétaires, savoir si on se lance dedans ou pas sur la prise en charge du DAC. Il y a assez fréquemment quand même des propriétaires qui décident de faire une euthanasie et ça peut complètement justifier. On le verra à la fin, mais le taux de récidive des DAC, c'est à peu près, enfin, il y a une étude qui a montré un taux à 42%, donc quasiment un cas sur deux qui récidive. Voilà, c'est clairement une discussion qui doit être faite avec les propriétaires. Vous m'entendez bien? Je vois juste des messages parce que moi, je vous entends pas. Euh, oui, oui, ok, parfait. Du coup, le diabète, avant qu'il se transforme en DAC ou en diabète compliqué, diabète hyper osmolaire, c'est donc un diabète. Le diabète, c'est un déficit en insuline, que ce soit absolu ou relatif. Donc, soit l'animal, son pancréas, produit pas du tout d'insuline, soit cette insuline, elle n'est pas suffisamment efficace. Ça va entraîner du coup une hyperglycémie chronique. Et dans le cas d'un DAC, ce qui se passe, c'est que le défaut d'insuline associé à l'augmentation des hormones hyperglycémiantes, donc notamment le glucagon, les hormones de stress, ça va entraîner en plus de cette hyperglycémie une lipolyse. Il faut savoir que du coup, il y a beaucoup de glucose dans le sang et les cellules ont besoin de glucose pour pouvoir fonctionner. Elles ont besoin de créer de l'énergie. Généralement, cette énergie, elles vont la créer à partir du glucose. Sauf que bah, du coup, quand l'insuline n'est pas efficace ou pas en quantité suffisante, ce glucose qui est là, il va pas réussir à passer dans les cellules. Donc, il va s'accumuler dans le sang et les cellules, elles seront toujours en dèche de glucose, donc en dèche d'énergie, et elles vont avoir besoin de trouver leur énergie ailleurs. Quand il y a une augmentation aussi des hormones hyperglycémiantes comme le glucagon, ça va encore plus shifter vers la production des moyens secondaires pour pouvoir produire cette énergie, que ce soit d'une part par les protéines, et c'est pour ça que c'est des animaux qui souvent vont perdre de la masse musculaire, les animaux diabétiques avant qu'ils soient diagnostiqués, ou alors quand leur diabète n'est pas correctement régulé, ils vont aller chercher leur énergie dans les protéines ou alors dans les lipides. Et à partir des lipides, ils vont produire des acides gras ou des corps cétoniques. Et c'est quand la part de corps cétoniques devient importante que là, ça va poser problème. Les corps cétoniques en soi, c'est
aussi des molécules qui vont permettre d'obtenir de l'énergie. Donc, à court terme, c'est des molécules qui sont intéressantes pour le corps, pour que les cellules puissent fonctionner. Mais quand on s'installe dans la chronicité ou quand on dépasse une espèce de seuil, un espèce de seuil, je ne sais pas qui a son micro, c'est bon. Quand on est, bah, voilà, du coup, il va y avoir davantage de corps cétoniques qui vont être produits dans certains cas, et en particulier donc, quand il y a davantage d'hormones de stress qui sont produites. Et ça, c'est particulièrement le cas en cas de maladie intercurrente. Donc, soit parce que le diabète n'est pas correctement régulé, donc ça peut être chez des animaux qui sont simplement pas diagnostiqués, avec du coup un diabète qui traîne depuis un certain temps et vraiment un shift important du côté lipolyse et production de corps cétonique, ou alors une maladie intercurrente qui va être à l'origine d'une augmentation des hormones hyperglycémiantes. Et ces hormones-là, elles vont aussi du coup shifter vers la production accrue de corps cétonique. Deux types de diabète compliqué. Oh, j'ai mis 2D à acidocétosique. Le diabète acidocétosique, c'est celui dont on parle le plus souvent, c'est parce que c'est aussi celui qui est le plus fréquent, mais aussi le syndrome hyperglycémique hyperosmolaire. euh, il faut connaître, puisque c'est pas tout à fait la même. Alors, généralement, c'est la même présentation clinique. Ça va être aussi les mêmes maladies, souvent, qui auront précipité ce syndrome-là, même s'il y en a certaines qui vont plutôt précipiter un syndrome hyperosmolaire et d'autres qui vont précipiter plutôt un DAC. Par contre, sur le diagnostic et sur les complications et sur la prise en charge, ça va pas être tout à fait la même chose, même si dans les grandes lignes, c'est à peu près pareil. Du coup, comme son nom l'indique, le syndrome hyperglycémique hyperosmolaire, il y a une hyperglycémie, à la différence du DAC, qui est vraiment très marquée. On peut avoir des DAC avec des glycémies à 3, 5, 4. Par contre, un syndrome hyperglycémique hyperosmolaire, on aura des hyperglycémies vraiment très marquées, avec une glycémie supérieure à 6. Et l'autre élément important dans le syndrome hyperglycémique hyperosmolaire, c'est l'augmentation d'osmolalité sérique. L'osmolalité, alors le mieux, c'est de pouvoir la mesurer, sauf qu'on n'a pas ça en pratique, peut-être en université, mais moi-même à l'école, j'en avais pas. Généralement, on la calcule. Donc, je vous ai mis un peu plus loin comment la calculer. L'osmolalité normale, c'est aux alentours de 290-310 milliosmoles par litre. Et ça devient trop élevé quand on dépasse, alors ça dépend du chien ou du chat, 325, 330, autour de 320, 330. Pareil, je vous ai mis les valeurs un peu plus loin. Donc ça, c'est vraiment les deux grands éléments. Et ces animaux-là, ils peuvent ne pas avoir de cétonémie et cétonurie. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas vous dire que la bandelette, elle est négative pour les corps cétoniques. Du coup, c'est pas un DAC et partir sur autre chose. Le syndrome hyperglycémique hyperosmolaire peut entraîner une cétonémie, cétonurie ou pas. Donc, elle peut être nulle ou généralement, si elle est présente, elle sera moins marquée que pour un DAC. Le DAC, donc, qui est le diabète compliqué plus standard qu'on va rencontrer en urgence, on va avoir une hyperglycémie qui généralement va être moins importante qu'un syndrome hyperglycémique hyperosmolaire, mais qui peut aussi atteindre des valeurs vraiment élevées. Une cétonémie et une cétonurie et une acidose métabolique. Ça, c'est les trois éléments qui nous permettent, qui vont être en faveur d'un diabète acidocétosique. Tout ça dans un contexte aussi d'animal diabétique. Donc, c'est-à-dire que soit c'est un animal dont on sait qu'il est diabétique, soit au final, moi j'ai presque l'impression que c'est un cas sur deux qu'on rencontre un animal qui n'a pas été diagnostiqué. Ou en creusant un peu, on va voir qu'il est PUPD depuis quelques temps, il a perdu du poids. Voilà, il y a un truc en dessous, ça n'a pas été exploré et en fait, en laissant traîner, du coup, l'animal développe un DAC. Au niveau de la, le, enfin, moi, comment je vois ces cas, c'est
assez large. Enfin, il y a 3 points autour des DAC et des diabètes hyperglycémiques, hyperosmolaires qui sont importants de mon point de vue. Il y a le côté traitement. Alors, traitement, c'est pas que l'insuline. Faut pas se dire DAC égale insuline parce que justement, c'est là où il y aura vraiment beaucoup de casse parce que c'est des animaux qui vont vraiment avoir plein de trucs déjà qui vont se passer. Souvent, ils sont en état de choc. Souvent, ils sont extrêmement déshydratés parce que ils sont PUPD. Donc, il y a ça à prendre en charge. On va le voir, il y a des complications, enfin, en tout cas, des choses généralement qui accompagnent le DAC, à savoir une hypokaliémie, des fois une hypercalémie. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses qui participent au tableau clinique de l'animal qui est en DAC. Donc, faut pas résumer prise en charge du DAC à insulinothérapie. Oui, c'est l'un des éléments et c'est sûr que c'est l'un des éléments centraux de la prise en charge du DAC, mais c'est vraiment pas le seul et c'est surtout pas, de mon point de vue, le traitement à faire en premier lieu. Dès qu'on reçoit l'animal, va pas se jeter sur l'insuline. C'est pas ça qui va le sauver. Il faut savoir que si il est très haut en glycémie, s'il est à 3 croix ou plus de corps cétonique, c'est pas l'insuline qui. Enfin, on va pas chercher à faire baisser ça tout de suite. Et puis surtout, avec la perfusion, on va déjà commencer à faire baisser ça. Donc voilà, j'insiste sur le fait que l'insuline, c'est pas le premier traitement à mettre en place parce que sinon, on a tendance à aller vers des choses compliquées. Donc, il y a le côté traitement, prise en charge, le côté recherche et prise en charge des complications et le côté exploration d'une maladie concomitante. Parce qu'encore une fois, très souvent, les animaux qui seront présentés en DAC, ils auront eu ce profil lipolytique parce qu'il y avait davantage d'hormones de stress qui étaient produites. Et ça, c'est dû du coup très souvent à la présence d'une maladie intercurrente qui a provoqué ça. Donc, hyper important aussi parce que sinon, on arrivera peut-être à gérer le DAC au court terme, mais si on ne gère pas la maladie intercurrente et si on n'arrive pas à stabiliser le diabète de l'animal, il va repartir en DAC. Donc, vraiment hyper important de garder en tête qu'il y a le plus souvent une maladie qui a entraîné le profil de DAC. Je ne sais plus si je vous ai dit au départ, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser éventuellement au fur et à mesure. Je ne vois pas forcément le chat, donc n'hésitez pas à ouvrir le micro et à me la poser directement. C'est pas des étapes chronologiques, donc c'est pas on commence par traitement, et on commence par l'insuline. 2, on recherche des complications. 3, on explore la maladie concomitante. Tout ça, ça vient un peu en même temps. Alors, c'est sûr qu'on va pas forcément aller chercher la maladie intercurrente dès le départ, mais voilà, toutes ces étapes-là vont s'imbriquer. Du coup, quels patients on va rencontrer? Bon, déjà, généralement, c'est des patients, enfin, c'est pas généralement, ça va être des patients diabétiques. Donc, le plus souvent, ça va être plutôt des animaux d'âge moyen, enfin, des adultes plus, voire des animaux âgés. Ça arrive chez les jeunes animaux, mais bon, c'est quand même vachement plus rare. Sur l'anamnèse, ça va toujours être des animaux qui sont pas bien. Généralement, pas depuis non plus des semaines ou des mois. Alors, encore une fois, ça dépend vraiment des cas et surtout les chats qui ont tendance à accumuler les pathologies en vieillissant. Et ça peut, enfin, ils peuvent avoir une hyperthyroïdie qui traîne depuis un moment. Ils peuvent aussi avoir un fond de MIS-C qui aussi participe à, je sais pas, avoir une diarrhée depuis 6 mois, un an. Mais en tout cas, il y aura généralement, enfin, il y aura une dégradation aiguë de l'état général avec abattement, anorexie, voilà, vraiment un animal qui ne sera pas en forme depuis quelques jours ou quelques heures quand les gens ont été réactifs. Et très souvent aussi, pour les DAC, on va avoir des troubles digestifs, vomissements, diarrhée. On peut avoir d'autres signes, type, mais là, alors, soit c'est les cas vraiment graves, ou alors c'est les cas où les gens ont laissé traîner. Ça va être tout ce qui est troubles neuro, troubles respiratoires, qu'on peut rencontrer dans certains cas. Le diabète sera connu ou pas.
Et donc, traité ou pas, bien traité ou pas, ça aussi, c'est important de lui demander donc, quelle dose d'insuline, à quelle fréquence, comment les gens la conservent, comment les gens font l'injection. Voilà, est-ce qu'il a bien reçu ces doses d'insuline ou pas? C'est vrai qu'assez souvent, ceux qu'on voit qui sont des diabétiques connus et traités, soit c'est que leur diabète est pas stabilisé, et ça, c'est aussi pour le cas chez le chat ou chez les chiennes entières, par exemple, ou alors parce que les gens font pas correctement les injections, conservaient pas correctement l'insuline, parce qu'ils l'ont laissé en garde et que ça n'a pas été fait. Enfin voilà, il y a souvent des raisons qui auront précipité le DAC même sur un animal traité. Si l'animal n'est pas connu diabétique, et il va y avoir un historique du coup en faveur d'un diabète sucré, PUPD, perte de poids, polyphagie. À l'examen clinique, donc j'ai mis en gras ce qui ressort de mon point de vue le plus fréquemment. Après, il y a des choses qu'on voit un petit peu moins souvent, mais qu'on peut aussi rencontrer. Au niveau de l'AB, donc Airways Breathing, ça va être une tachypnée éventuellement, une augmentation de l'effort respiratoire, une respiration muqueuse-molle. Ça, c'est une respiration liée à une acidémie profonde. Donc, quand l'acidémie est vraiment marquée, on va avoir une respiration qui va être lente et profonde pour essayer de compenser l'acidémie et éliminer du coup tout ce CO2. Généralement, c'est des animaux dans ces cas qui sont vraiment très enfin très hypovigilants, voire limite comateux. Au niveau circulation, donc on peut avoir des signes d'état de choc et c'est pas rare. Qui peut être multifactoriel. Donc, d'une part, les pertes digestives, si elles ont été importantes, vomissements, diarrhée, par la PUPD, par le fait aussi que du coup, l'animal ne mange pas, et éventuellement par la maladie intercurrente. Donc, s'il y a une infection quelque part, un sepsis ou autre. Donc, les signes d'état de choc, je ne vais pas les détailler là. Il y a déjà eu un webinaire sur l'état de choc, mais on va du coup s'intéresser aux paramètres hémodynamiques, donc TRC, couleur des muqueuses, fréquence cardiaque, pouls, température des extrémités. Éventuellement, on peut prendre une pression artérielle, mais déjà, en tout cas, sur le côté clinique, ça va être ces paramètres-là, donc TRC, pouls, fréquence cardiaque et chaleur des extrémités. Au niveau neurologique disabilities, donc très souvent, ça va être des troubles de la vigilance, donc animal hypovigilant, vraiment faible, et qui peut aller jusqu'à des troubles neurocentraux, donc soit un animal qui va tourner en rond, qui peut aller jusqu'à convulser, des déficits au niveau des nerfs crâniens. Il peut y avoir plein de choses. Ça, on le voit plus souvent. C'est des animaux qui ont un syndrome hyperglycémique hyperosmolaire, parce qu'avec l'hyperosmolarité, il y a des variations enfin, ça peut avoir tendance à augmenter la pression au niveau du cerveau et ça peut entraîner un œdème cérébral. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être secondaires à l'hyperosmolarité et du coup, plus souvent, ça va entraîner des troubles neurocentraux. L'hypernatrémie aussi peut entraîner des troubles neurocentraux et c'est pas rare que les animaux soient hypernatrémiques, que ce soit sur des DAC ou des diabètes hyperglycémiques hyperosmolaires. Ouais, ça va être surtout la vitesse d'apparition de l'hypernatrémie qui va les entraîner. Mais dans les deux cas, on peut avoir des troubles neurocentraux. Et enfin, donc assez souvent, le plus souvent, voire tous les animaux, enfin, je pense que tous les animaux en DAX sont déshydratés, justement parce que les pertes, le manque d'apport, la PUPD, voilà, tout ça, ça va participer à une déshydratation qui parfois va être vraiment extrêmement marquée. Des animaux qui sont ou pas hypothermes, c'est aussi pas rare. Et après, d'autres choses, donc peut-être moins liées au DAC en lui-même, douleur abdos, voilà, d'autres choses éventuellement perte vulvaire s'il y a un piomètre. Voilà, faut garder en tête que du coup, chez ces animaux-là, il y a vraiment une confluence de signes enfin, il y a des signes qui vont être dus au DAC et au diabète ou au diabète hyperosmotique hyper, hyperglycémique hyperosmolaire. Et d'autre part, des signes qui vont être liés aux complications
Si l'animal est hypocalémique, on va avoir par exemple chez le chat une ventreflexion cervicale. En cas d'IRA, bah, ils vont avoir potentiellement mal à la palpation abdominale et la maladie concomitante qui va aussi entraîner des signes. Donc, voilà, il y a plein de signes possibles chez ces animaux et il faut vraiment pas passer à côté de l'un de ces signes. C'est important de faire un examen clinique complet chez ces animaux-là. Alors, s'ils sont critiques, bah, comme d'hab, on commence par un ABCDE standard et on va stabiliser au fur et à mesure des anomalies qu'on rencontre. Mais une fois que l'animal est stabilisé, on va prendre la peine de faire un bon examen clinique. Ça va aussi passer par tout ce qui va être palpation des nœuds lymphatiques, un examen neuro complet, voilà, essayer de palper partout, trouver éventuellement une masse ulcérée, voilà, essayer de aussi garder en tête qu'il y a un moment, il va falloir qu'on trouve la pathologie qui aura précipité le DAC. Donc, vraiment faire un bon examen clinique chez ces animaux. Et c'est du coup de garder en tête qu'il y a plein de choses qui vont participer à l'expression clinique. Oui, voilà, c'est ce que je disais, que les différents éléments vont se recouper, s'ajouter, et ça fait des présentations cliniques qui sont souvent complexes. Du coup, d'un point de vue, en gros, diagnostic, comment on va approcher ces animaux-là? Donc, comme on le disait, la pierre angulaire du diagnostic, ça va être d'une part la mesure de la glycémie et donc une glycémie et une glucosurie, la présence ou pas de corps cétonique, une acidémie et dans certains cas une hyperosmolalité. L'hyperglycémie, du coup, on la trouvera dans tous les cas. Elle peut être vraiment marquée dans les syndromes hyperglycémiques hyperosmolaires. Cétonémie, cétonurie, elle peut être présente ou absente. Elle sera présente dans le cas de DAC et souvent assez marquée. Et dans le cas de SHH, on n'aura pas forcément de cétonémie, cétonurie. La cétonémie, la cétonurie, donc les corps cétoniques, on peut les mesurer avec des petits trucs comme les glucomètres, mais alors moi j'en ai vu que quand j'étais en hôpital de bovine. Sinon, en clinique canine, c'est vrai que j'en ai jamais eu personnellement. Après, je pense pas qu'il y ait forcément d'intérêt à en avoir. Les bandelettes urinaires sont parfaitement adaptées. Du coup, on prend une bandelette urinaire sur laquelle on vient placer une goutte de plasma pour avoir du coup l'acétonémie. Et pour l'acétonurie, ce sera une goutte d'urine. Si jamais les urines sont de couleur anormale, donc si jamais il y a une hématurie, on prendra soin de bien centrifuger avant de placer la goutte du coup sur la bandelette. Grâce à ça, on peut du coup déterminer s'il y a une cétonémie, cétonurie. On peut la grader. Alors, c'est qualitatif, c'est en nombre de plus, mais ça nous permet aussi un suivi et de voir la résolution de la cétonémie, cétonurie. La gazométrie, donc c'est la mesure des gaz sanguins sur du sang veineux, c'est tout à fait suffisant pour tout ce qui va être exploration du pH. Il y a certains cas où une gazométrie artérielle pourrait être intéressante, mais ça sera surtout sur des cas avec des animaux qui respirent pas bien et sur lesquels on se questionne sur leur oxygénation. Mais c'est vraiment pas le premier cas. Donc, une prise de sang veineuse périphérique suffit. Un pH inférieur à 7,3 sera considéré du coup comme anormal et donc on parlera d'acidémie. Dans le cas d'un diabète acétocétosique, l'acidémie, elle est multifactorielle. C'est vrai qu'il y a l'un des grands facteurs qui va participer à l'acidémie, ça va être la présence des corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est des éléments qui sont acides, donc ils vont faire baisser le pH du sang. Il y a aussi d'autres choses, et notamment en cas d'état de choc avec la production de lactate. Voilà, s'il y a une IRA, ça va aussi participer à l'acidémie. Mais voilà, c'est important d'avoir une idée, dans l'idéal, dès le départ, du pH, parce qu'il y a des pH vraiment bas, en dessous de 7,1. Là, c'est une acidémie vraiment marquée avec des risques de complications importantes au niveau surtout cardiaque. Voilà, il y a des risques d'arythmie ou autre. Donc, avoir une idée d'où on part. Cette acidémie, et j'en parle
pas par la suite, mais c'est rare qu'on la traite percée, enfin, qu'on la traite en elle-même, qu'on donne des bicarbonates. C'est extrêmement rare que je le fasse, et en particulier sur les DAC, parce qu'en fait, très souvent, dès qu'on va commencer à les perfuser, quand on va les perfuser, réhydrater, on va déjà faire baisser la quantité de corps cétonique dans le sang, on va les diluer et en plus, on va faire pisser l'animal. Donc, on va commencer à éliminer ces corps cétoniques. On va aussi, normalement, et on va rechercher à, du coup, réanimer, donc relancer la perfusion des tissus. Donc, normalement, on va aussi faire baisser les lactates. Voilà, donc, déjà, rien qu'avec notre réanimation liquidienne et la perfusion, on va normalement faire remonter le pH sur des valeurs qui sont vraiment très basses dès le départ. J'ai tendance du coup à le suivre et à le surveiller de près pour vérifier que ça va dans le bon sens. Il y a vraiment des rares cas où on pourrait être amené à faire du bicarbonate, mais c'est vrai que dans l'idéal, on évite parce que autant on s'est traité un pH bas, autant c'est beaucoup plus difficile de faire baisser un pH. Donc, c'est-à-dire que si on va trop haut, on sera un peu emmerdé. Donc, voilà, généralement, on préfère y aller un peu avec des pincettes et déjà essayer de voir si avec notre première prise en charge, on arrive à faire remonter ce pH ou pas. L'osmolalité, du coup, qui peut être mesurée, mais c'est difficilement réalisable en pratique. Enfin, on n'a souvent pas le matériel, ou alors on peut la calculer. On n'a pas besoin de grand-chose, on a juste, enfin, déjà rien qu'avec notre iono et une bioche, on pourra calculer notre osmolalité. Et du coup, on considère que c'est anormal au-dessus de 325 chez le chien et au-dessus de 340 chez le chat. C'est important, alors, d'une part, pour pouvoir parler de syndrome hyperglycémique hyperosmolaire, de savoir où est-ce qu'on se place. Et c'est aussi important pour tout le côté neuro et risque de troubles neuro. C'est important de savoir d'où on part au niveau de l'osmolalité. Pour les recherches de complications, donc, enfin, complications, c'est pas, enfin, ouais, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, c'est pas réellement des complications en elles-mêmes, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent accompagner le DAC et qui peuvent nous poser problème au court terme. Ça va être la natrémie, la kaliémie, donc les troubles électrolytiques de manière générale, surtout sodium, potassium, phosphore, magnésium. Ça, c'est les quatre qu'il faut garder en tête. Sodium, eh ben, surtout parce que dans le cas d'un animal diabétique, on va très souvent avoir une hypernatrémie qui pourra être vraie ou pas. Donc, c'est important de faire d'avoir un iono, de savoir d'où on part. Si vous avez une valeur une valeur de sodium, il faut la pondérer par rapport à la glycémie. Donc, une, euh, une formule qui existe pour pouvoir modifier et adapter, enfin corriger le sodium, obtenir le sodium corrigé en fonction de la glycémie de l'animal. Parce que la glycémie, une hyperglycémie peut entraîner une hypernatrémie fausse. Donc bien corriger en fonction de la glycémie. Si l'hypernatrémie persiste malgré la correction, l'hypernatrémie est vraie, et du coup, en fonction de la gravité de l'hypernatrémie, on va adapter notre prise en charge pour éviter de faire descendre ce sodium trop vite et éviter les complications type neuro. Le potassium, très souvent, c'est des animaux du coup qui sont PUPD, donc qui vont beaucoup pisser leur potassium, qui vont avoir tendance à être hypokaliémiques. Il y a certains cas où ils seront normokaliémiques, bon tant mieux. D'autres cas où ils seront hyperkaliémiques, ça généralement, ça va être plutôt si ils sont en IRA tellement sévère que du coup ils sont isosténuriques, mais assez souvent ils seront plutôt hypokaliémiques. L'hypokaliémie, il faut vraiment la prendre au sérieux parce que du coup, elle peut entraîner aussi des troubles, surtout musculo-squelettiques et surtout au niveau du muscle cardiaque. Donc, ça peut entraîner des arythmies, voire entraîner la mort de l'animal. Donc, si on a une hypokaliémie, il faut directement qu'on réfléchisse à comment on va faire pour faire remonter ce potassium avant de commencer notre insuline. Parce que l'insuline, elle va faire rentrer le potassium dans les cellules. Il y a aussi le fait que quand on va commencer à corriger notre acidémie, ça va aussi éliminer du potassium. Enfin, il y a plein de choses dans notre prise en charge initiale qui va faire baisser le potassium. Donc, si on part déjà avec un potassium bas à 2,5, 2,8, il faut absolument le faire remonter avant de commencer l'insuline.
il faut, dans l'idéal, commencer l'insuline que quand on a atteint une valeur de potassium supérieure à 3,5. Le phosphore, de la même manière, alors il ne sera pas forcément bas dès le départ. Ça peut arriver. Souvent, moi, j'ai plutôt vu des animaux où il était haut parce qu'il y a une IRA pré-rénale. Dans le cas où il serait bas, pareil, il faut absolument le normaliser ou en tout cas le faire remonter avant de commencer notre insuline parce que une hypophosphatémie peut entraîner une anémie hémolytique et des anémies hémolytiques vraiment très très sévères. Donc voilà, bien surveiller le phosphore et bien le surveiller au cours de notre insulinothérapie parce que du coup l'insuline va avoir tendance à le faire baisser et pas hésiter à complémenter en phosphore pour éviter du coup cette anémie hémolytique. Le magnésium, qui en lui-même ne va pas forcément être problématique, enfin, contrairement au potassium, au phosphore, il peut entraîner certains troubles, mais rarement des choses aussi graves qu'une hypokaliémie ou une hypophosphatémie. Par contre, une hypomagnésémie va entraîner souvent une hypokaliémie réfractaire. Donc, une hypokaliémie où on blinde l'animal en potassium, enfin, où on fait ce qu'on peut pour faire remonter le potassium et que ça bouge pas d'un cul, il faut se demander si le magnésium, il est pas bas et le complémenter dans ces cas-là. Et souvent, du coup, ça va permettre de faire remonter le potassium en même temps. Au niveau des complications, donc assez souvent une insuffisance rénale enfin, que l'animal pourra présenter, soit une insuffisance rénale d'origine pré-rénale parce que ils n'ont pas mangé depuis un certain temps et que l'hypoperfusion rénale a entraîné une insuffisance rénale, soit éventuellement une insuffisance rénale d'origine rénale en cas de pyélonéphrite par exemple. Du coup, c'est vraiment hyper important chez ces animaux d'obtenir une analyse d'urine dès que possible. Bon, s'ils sont en choc ou en dyspnée, on va pas prendre le pipi tout de suite, mais dans les premières explorations, c'est hyper important. Ça va nous permettre de diagnostiquer le DAC avec la cétonurie, avec la glucosurie et d'avoir une idée à savoir si notre insuffisance rénale, elle est d'origine pré-rénale ou rénale. C'est vraiment hyper important juste avoir une densité. Après, voilà, si on peut avoir un peu plus, tant mieux, mais au moins juste avoir une densité de bandelettes chez ces animaux, parce qu'en fait, une fois qu'on a commencé à les réhydrater et à les charger un peu en fluide, on aura un peu du mal à interpréter notre densité. Et niveau pronostic et exploration, tout ça, ça peut nous embêter. Donc, dès le départ, si on peut avoir densité et bandelettes, c'est top. Au niveau complications, une anémie qui peut être rencontrée, alors soit liée par exemple à la pathologie concomitante avec une maladie, une anémie chronique type enfin, assez, enfin, peu grave, non régénérative, ou alors liée à la pathologie, enfin liée au DAC en lui-même, mais généralement c'est vrai qu'elle sera pas forcément très importante à ce moment-là. Mais par contre, elle peut s'aggraver. euh, D'une part, comme on disait, à cause de l'hypophosphatémie, si l'hypophosphatémie s'aggrave et que ça entraîne une anémie hémolytique. Et d'autre part, parce que c'est des animaux qu'on va avoir tendance à prélever très souvent, et surtout chez les chats, on peut, de manière iatrogène, entraîner une anémie. Donc, vraiment hyper important de savoir où on en est dès le départ. Oula, faut que je me bouge parce que je vois que ça fait déjà 40 minutes et j'ai 37 diapos. Donc, du coup, l'exploration du facteur qui aura précipité la crise de DAC, donc ça, moi, j'ai tendance toujours à le rechercher. C'est-à-dire que même si c'était un animal qui n'était pas diagnostiqué diabétique ou un animal qui peut-être n'a pas bien pris son insuline, si c'est possible, j'ai toujours tendance à essayer de rechercher une maladie intercurrente. Je vous ai mis du coup une liste là des plus fréquentes chez le chien et chez le chat. De manière générale, ça va être une pathologie infectieuse ou inflammatoire ou un processus néoplasique. Donc, chez le chien, très souvent, pancréatite, infection urinaire, pyélo, un Cushing. Chez le chat, ce qui arrive en tête de liste, c'est les pathologies habituelles du chat vieillissant, lipidose hépatique, hépatopathie, MRC, pancréatite aiguë ou toute infection, soit bactérienne ou virale.
ma démarche dans le cadre de l'exploration d'un DAC, et en tout cas la manière dont je planifie l'exploration d'un DAC, la manière dont je l'explique aux propriétaires, la manière aussi dont je vais euh, budgétiser, parce qu'on va pas se mentir, un DAC, si on veut bien le prendre en charge et donner un maximum de chance à l'animal, c'est quand même un budget qui est conséquent. Donc, il faut savoir dès le départ vers quoi on se lance. Donc, de base, j'envisage NFS, bioche complète, ionogramme, corps cétonique, analyse d'urine, gazométrie veineuse, exploration par imagerie avec radiographie thoracique, écho-abdo. Alors ça, c'est pas dans un premier temps, mais c'est en gros, voilà, ça c'est un peu le package exploration du DAC et pour faire le point dès le départ et pour essayer de trouver la pathologie intercurrente. Faut savoir qu'il y a beaucoup de ces choses-là qu'on sera amené à faire plus ou moins régulièrement au cours de l'hospitalisation du DAC, notamment la glycémie qu'on va faire vraiment très très souvent, le ionogramme et les électrolytes, les corps cétoniques, l'ANF. Voilà, il y a différentes choses qu'on fera assez régulièrement. C'est une liste qui n'est pas exhaustive. Moi, c'est vrai que c'est ma liste un peu standard, mais c'est sur un chat vieillissant dont on n'a pas qui pourrait avoir une clinique compatible avec une hyperthyroïdie, une T4, ça pourrait être intéressant. Euh, certaines, euh, euh, certaines recherches d'agents infectieux, voilà, il y a plein de choses qui, en fonction des cas, pourront être rajoutées. Ça, c'est ma liste un peu standard. La prise en charge du DAC. Première étape, ça va être la stabilisation de l'animal. Comme d'hab, comme tout animal qu'on reçoit en urgence ou tout animal critique, on va stabiliser en suivant l'ABCDE. Donc AB, ça va être tout ce qui va être respiratoire. On va lui apporter de l'oxygène si besoin, intubé. De mon point de vue, c'est pas en tout cas les DAC que je vois le plus souvent qui seront en dyspnée, ou s'ils le sont, ce sera plutôt lié à la pathologie intercurrente. Parfois, ils vont pas respirer de manière normale, mais ce sera plutôt lié à l'acidémie. Euh, Très souvent, par contre, on aura des anomalies au niveau circulation. Donc, on va prendre en charge l'état de choc, suivre cet état de choc pour voir si on est efficace ou pas. Donc voilà, ça passe par des bolis, éventuellement refaire un bolus si jamais le premier n'a pas permis de résoudre ou d'améliorer les paramètres hémodynamiques. Suivre la pression artérielle, voilà, voir si on est efficace dans notre réanimation liquidienne. Les troubles neuro, donc tout dépend. Donc si ils sont en train de convulser, on va prendre en charge les convulsions, les autres types de troubles neuro, si c'est du tourner en rond, déficit des nerfs crâniens. Il n'y aura pas forcément de traitement spécifique, par contre, à suivre, parce que la question c'est est-ce qu'ils sont en début d'œdème cérébral, voilà, est-ce que c'est l'hypernatrémie. Donc, quand il y a des troubles neuro chez un DAC, toujours à prendre avec des pincettes, d'où ça vient et est-ce que notre prise en charge risque d'aggraver ces signes-là. Donc, j'ai tendance à faire les examens neuro et à suivre le score de Glasgow chez ces animaux-là assez fréquemment. Fonction émonctoire, bon, après, ça va dépendre des autres signes, si jamais ils sont hypothermes, voilà, essayer de faire remonter la température. Réhydratation, c'est aussi l'un des grands piliers de la prise en charge du DAC sur les premières heures, parce que c'est souvent des animaux qui sont extrêmement déshydratés. Donc, on va mettre en place une perfusion qui sera adaptée à la déshydratation et aux pertes que l'animal présente. En fonction du iono NaCl ou Ringer, ça dépendra. Moi, j'ai souvent tendance à préférer le Ringer, sauf éventuellement s'ils sont hyperkaliémiques. Donc, dans ces cas-là, ça rentrera dans la stabilisation. On fera baisser le potassium. Mais sinon, sur la perfusion de ces animaux, j'ai tendance à préférer le Ringer. Parce que ça, c'est un peu plus, c'est une solution un peu moins acide que le sodium. Donc, ça va avoir tendance à favoriser un peu plus la normalisation du pH, enfin, faire remonter le pH. Oui, pardon. Troisième étape, la correction des désordres électrolytiques. Le potassium, ce sera adapté en fonction de la valeur de la calémie. Je vous ai mis le tableau sur la gauche là avec le débit en fonction du coup de la valeur de potassium de l'animal. Attention, surtout pas plus de 0,5 mec par kilo par heure, en particulier si
perfusion sur une veine périphérique. Donc, c'est des animaux très souvent, les DAC, en service de soins intensifs, où on va vouloir leur poser un cathé veineux central, parce que ça va nous permettre de leur apporter notamment du potassium à plus fort débit, et d'autre part, ça nous permettra de les prélever plus régulièrement sans avoir besoin de niquer leurs veines. Parce que c'est aussi ça le problème, par exemple sur les chats, ou même sur des chiens, petits chiens, même gros chiens, à force de piquer pour faire les glycémies ou pour refaire les ionos, pour suivre la gazométrie, on va avoir tendance à un peu niquer les veines. Donc, dans l'idéal, c'est des animaux en soins intensifs où on va poser un cathé veineux central. Ça nous permettra d'être un peu plus serein sur la complémentation au potassium, parce que le potassium, alors c'est déjà, quand ça passe en périveineux, ça entraîne une nécrose. Et le risque, même si ça passe bien dans la veine, du coup, sur une veine périphérique, c'est aussi une nécrose vasculaire quand on dépasse certaines concentrations. Donc, à adapter en fonction de la valeur de kaliémie. On peut associer, moi, ce que j'ai tendance à faire quand j'ai pas de cathé veineux central, j'associe du coup la perfusion en périphérique avec du Péros, si c'est possible, si l'animal peut prendre, ou alors s'il a une sonde nasogastrique ou naso-œso, pour maximiser. Généralement, ils vont pas avec notre potassium, notre K4 c'est pas ça qui va les. On risque pas normalement s'ils urinent correctement, on risque pas de les surcharger en potassium. Normalement, ils vont juste le pisser si on leur en donne trop. Donc voilà, c'est les animaux qui sont profondément hypocalémiques. J'ai tendance à associer ces deux-là pour essayer de le faire remonter. Au niveau phosphore, je vous ai mis les doses là, en fonction en fait de la gravité de l'hypophosphatémie, du coup qui peut être associé avec le potassium. Il y a une part du potassium qui sera du coup apportée avec le phosphore, donc c'est hyper important chez les animaux où on va les complémenter en phosphore, de diminuer la complémentation en KCl, parce qu'il y a une partie qui sera apportée par le phosphate de potassium. Le magnésium, donc deux poses possibles en lent ou en rapide. Moi, j'ai tendance souvent à aller sur le rapide. Si besoin, je complémente sur des animaux qui sont hypomagnésémiques, et ceux qui ne le sont pas. Si j'ai une hypocalémie qui est réfractaire, j'aurais tendance à leur mettre du magnésium. Alors du coup, peut-être des doses moins importantes. Mais voilà, c'est pas parce que la valeur de magnésium est normale qu'il n'y a pas une hypomagnésémie qui peut participer à l'hypocalémie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire sur au minimum 6 à 8 heures. Il faut que l'état d'hydratation soit normalisé. Il faut que l'état de choc soit résolu et que l'état d'hydratation soit normal. Donc que l'animal soit plus déshydraté avant de commencer notre insulinothérapie. Et il faut qu'on ait fait remonter nos électrolytes, en particulier potassium et phosphore. C'est conseillé d'attendre que le potassium soit supérieur à 3,5 mEq par litre avant de commencer l'insulinothérapie, parce que sinon, encore une fois, l'insuline, elle va faire rentrer le potassium dans les cellules avec le glucose, et du coup, on risque d'aggraver on va aggraver notre hypocalémie, on va aussi faire pisser l'animal son potassium, donc on risque d'atteindre des hypocalémies vraiment très très graves qui peuvent tuer l'animal et où on n'arrivera pas à s'en sortir parce que ça remonte pas très vite, le potassium en règle générale. L'insulinothérapie, du coup, je sais pas, j'ai 40 trucs. Les protocoles d'insulinothérapie, en particulier, donc il y en a deux. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser, et c'est ce qui est recommandé, c'est en perfusion continue. En tout cas, clairement pas tout ce qui va être cas d'insulin et tout ça. On va partir sur une insuline rapide avec la. Alors, j'ai plus de. Vous m'entendez toujours ou pas? Parce que mes écouteurs n'ont plus de batterie. Juste vérifier. Oui, ok. Désolée, je pense que le son est un peu pas ouf. Du coup, sur de la perfusion continue, c'est ce qui est recommandé. Je vous ai mis là la recette, entre guillemets, pour préparer notre acte rapide. L'acte rapide, il est conservé au frigo. Et du coup, donc, on prépare une poche, soit du NaCl, soit du Ringer. Ça va dépendre de l'animal, surtout, et des préférences de chacun.
La poche, on la changera tous les jours. On ne peut pas la conserver plus de 24 heures et on la conservera au frigo. 2,2 UI par kilo. Si jamais c'est un SAHH, on partira sur 1,1 UI par kilo. Ensuite, il y a un tableau à suivre. En fonction de la glycémie de l'animal, on va adapter notre perfusion d'insuline. Et on va aussi adapter la perfusion d'entretien, puisqu'on mettra ou pas du glucose en fonction de la valeur de glycémie. Parce que le but, c'est pas que l'animal, à l'inverse, parte en crise d'hypoglycémie. Donc, vraiment bien surveiller cette glycémie pour pouvoir adapter notre perfusion d'insuline et adapter notre perfusion d'entretien. C'est pour ça que c'est des cas qui sont quand même vraiment lourds, des vrais cas de soins intensifs, parce que ils ont souvent toute leur batterie de CRI, et ils vont aussi avoir leurs différentes perfusions, la perfusion d'entretien avec une perfusion en glucosé 2,5%, une perfusion en glucosé 5%, et la perfusion d'insuline. On checkera la glycémie de manière régulière avec un objectif de diminution de glycémie de 0,5 à 0,7 g par litre par heure. Et on arrêtera l'acte rapide une fois qu'on aura résolu la cétonémie, cétonurie et que l'animal mange et boit. Pour les protocoles en injection IM intermittente, c'est aussi une possibilité. Alors, a priori, il y a des études qui ont montré que ça permettait que ça retardait la résolution du DAC. Donc, c'est déjà des animaux qui sont quand même assez lourdement, quand ils sont hospitalisés, c'est quand même assez lourd. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'optimiser le temps et de diminuer le temps avant qu'on résolve leur DAC. Donc, c'est pas l'idéal si ça traîne un peu plus. Mais après, c'est aussi une possibilité. Je pense que le protocole en IM peut être intéressant, en particulier quand il n'y a pas un suivi qui peut être suffisant des animaux, soit parce qu'on n'a pas les ressources humaines ou éventuellement si on n'a pas les connaissances. Voilà. Si on a peur d'aller trop vite, on peut commencer par un protocole IM intermittente. C'est pas forcément l'idéal, mais c'est peut-être moins risqué par rapport à un protocole standard en série. Le suivi du diabète, du coup, donc le côté clinique, la BCDE en particulier, les signes d'état de choc, tout ce qui va être anomalie respiratoire, statut neurologique. Même s'il n'y avait pas d'anomalie au départ, il peut y en avoir. Anomalie respiratoire, parce que on peut avoir un OAP qui se développe. C'est des animaux auxquels on va souvent apporter beaucoup de fluide. Donc, il y a quand même un risque non négligeable de décompensation cardiaque, soit parce qu'il y a une maladie cardiaque sous-jacente. Je pense en particulier aux petits chats cardiopathes non diagnostiqués, enfin asymptomatiques à la base, ou des animaux dont le cœur fonctionne bien, mais qu'on a surchargé parce qu'on leur a apporté trop de fluide. Donc vraiment bien surveiller la fonction respiratoire, essentiellement fréquence respiratoire, voir si on a des signes d'hypervolémie, nez qui coule, yeux qui coulent. Le statut neuro qui sera intéressant à suivre s'il y avait des anomalies à la base et même s'il n'y en avait pas, parce que le côté hypernatrémie dans certains cas, le côté hyperosmolalité qui peut être à l'origine de complications neuro, même dans les jours qui suivent l'épisode de DAC. Un point à suivre vraiment de près, c'est l'état d'hydratation et donc aussi le poids de l'animal. C'est bien de peser ces animaux matin et soir. Pareil, pour essayer de voir si on les surcharge avant qu'ils soient vraiment en détresse respiratoire. Le suivi biologique, donc les glycémies, électrolytes, suivi de cétonémie, cétonurie. NFS, j'ai tendance à les faire toutes les 24 heures, en particulier si on a un budget conséquent avec les gens, et qu'on du coup peut suivre tous ces paramètres-là. Ça veut dire que c'est souvent des animaux où on va leur prélever régulièrement du sang. Donc c'est pour suivre surtout les paramètres des rouges. Et après d'autres paramètres en fonction des cas, urée, créate, bili, etc. Je vais pas en parler plus que ça.
il y a le Freestyle Libre qui est utilisé de plus en plus pour les suivis de diabète sucré. Il y a pas mal d'études qui s'intéressent à son utilisation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Freestyle Libre, c'est un petit dispositif rond de cette taille-là qu'on va venir fixer sur l'animal et qui permet de suivre quasiment en temps réel la glycémie. Alors, pardon, c'est pas la glycémie, c'est le taux de glucose dans l'espace interstitiel. Et du coup, cette valeur, elle est relativement proche de la valeur de la glycémie. Sauf, a priori, dans les cas d'hypoglycémie. Là, il y a moins de lien entre le Freestyle Libre et l'Alpha-Track. Donc, là, c'est pour ça que moi, je me questionne sur l'intérêt du Freestyle Libre sur la gestion des DAC, parce que sur ces cas-là, alors, ce qu'on veut surtout éviter, c'est une hypoglycémie. Après, c'est vrai que c'est intéressant pour pouvoir adapter nos valeurs d'actes rapides en perfusion continue. Donc, je pense qu'il y a un intérêt. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut garder en tête que sur les valeurs basses de glycémie, ça perd un peu de son lien avec l'alpha-trac. Donc, ça n'empêche pas l'utilisation et la vérification avec un autre analyseur. La discussion avec le propriétaire, du coup, pour finir, au niveau pronostic, il y a une grande partie qui va dépendre de la maladie concomitante. Donc, voilà, en fonction de la maladie concomitante, si c'est une néoplasie, voilà, le pronostic pourrait être plus sombre. Si c'est une infection urinaire, bon, voilà, le pronostic sera pas forcément dramatique. Ça va dépendre de la maladie qui est liée. Des taux de mortalité qui sont rapportés de 26 à 41% chez le chat, 16 à 30% chez le chien. Alors, sachant qu'il y a aussi une partie d'euthanasie. Donc, c'est toujours un peu difficile de savoir ce qui est la poule qui est l'œuf. En gros, est-ce que les animaux sont euthanasiés parce qu'on dit aux propriétaires que le pronostic est péjoratif, ou est-ce qu'ils sont euthanasiés parce que leur état est vraiment grave et que voilà, on a essayé, ça n'a pas marché, ils se dégradent, etc. Difficile de savoir. En tout cas, ça reste quand même une maladie dont le pronostic est moyen, on dira. La durée d'hospice, en moyenne de 4 à 6 jours. Il y a des animaux pour lesquels ça sera plus que ça. Ce sur quoi il faut discuter avec les propriétaires, c'est que le diabète, c'est une maladie chronique, c'est un traitement quotidien, et des suivis au long cours avec un budget à allouer et vraiment du temps à pouvoir donner à cet animal-là et un risque de récidive qui n'est pas négligeable. D'après une étude, 42% de risque de récidive de DAC chez ces animaux-là. Donc voilà, c'est quand même la prise en charge de ces animaux, un investissement financier, enfin, quand je dis investissement, en tout cas, c'est un coût financier vraiment élevé. Donc, il faut qu'ils aient toutes les cartes en main pour pouvoir prendre leurs décisions et que vous sachiez si ça vaut le coup de se lancer ou pas dans la prise en charge de ce DAC. Voilà, j'ai fini. Désolée, j'ai peut-être dépassé. Non, ça va. Non, c'est parfait. C'est meilleur timing ever. 3 minutes près. Je me suis bougée en plus, j'espère. Je pensais que j'aurais du mal à finir. Très bien. C'est très intéressant, comme d'habitude. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai perdu avec toutes mes histoires de CRI. Ceux qui ont peur des CRI, c'est sûr que ça, En fait, les ça CRI, le va bon faire. pour calculer, globalement, ça va, quoi. Comment? En fait, les CRI, idéalement, c'est d'avoir le bon tableau qui te calcule un peu tout seul, Ouais, entre ouais, ouais. Ouais, guillemets. ça c'est top. Après, je pense que c'est quand même bien de savoir le faire soi-même et de savoir comprendre, vérifier les calculs parce que c'est vrai que ça fait rien qu'une différence d'un facteur 10, ça peut avoir des grosses conséquences. Donc, mais ouais, dans ces cas-là. Avoir un peu de bon sens, c'est sûr, quand tu Mm. faut connaître un calcul aberrant, quoi. Ouais. On Ben non, en fait, j'ai l'impression que c'était tellement clair que il y a pas de questions. C'est ça? Où tout le monde dort. Hyper clair. Ah, bah top. Ok. Ben voilà.
Tant mieux. Bah, si vous n'avez pas de questions, écoutez, la conférence sera disponible en replay. Alors, comme vous avez peut-être vu, vous avez peut-être reçu le mail. On va fermer le SharePoint. Donc, tout va être basculé sur le site de Émergence, donc Team Émergence. Donc, si vous n'avez pas reçu vos enfin, si vous n'avez pas reçu le mail ou que vous n'avez pas pu vous inscrire ou autre, n'hésitez pas à envoyer un message à Pierre. D'accord? Et il fera en sorte que vous puissiez vous connecter sur le site Émergence. Voilà. D'autres questions? Est-ce que ça a soulevé des questions, cette info? Bah, apparemment non. Apparemment non. Conclure un petit truc, Elodie? Non, bah, si jamais il y en a qui vous viennent, n'hésitez pas à m'écrire. On peut en discuter. Eh bien, parfait. Eh bien, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Encore merci, Elodie. Bon après-midi à toi. Merci, toi aussi. Bah, bon après-midi à tous Salut, bonne journée à tous. d'avoir écouté. Ciao.